Cher Philippe, vous ne pourrez pas dire que ce soir à Nancy, il n'y a pas un chat pour vous. Non, je confirme. Merci de votre présence à tous. Les deux amphis du tout nouveau et magnifique centre de congrès sont combles, vous le voyez. Dans l'autre, je ne vois pas. Dans l'autre, vous ne voyez pas, mais vous avez là devant vous le formidable public de Nancy. Et je voudrais ce soir, pour cette date qui est un peu un anniversaire pour le public et pour moi, dire avant de commencer cette rencontre, si vous permettez, quelques mots à ce public dont beaucoup, je le sais, étaient déjà là il y a 20 ans, en décembre 1994, lorsque, avec Elie Wiesel comme prix Nobel de la paix, comme première invitée, j'ai lancé ces rencontres qui depuis relayent tout au long de l'année le salon de septembre. Alors, c'est vrai que nous avons eu ensemble près de 100 rendez-vous et je voudrais que vous sachiez que lorsqu'un écrivain me dit oui pour venir à Nancy, il dit oui d'abord parce qu'il sait que vous êtes là, si nombreux, si grands lecteurs. D'ailleurs, c'est le cas de Philippe, hein, qui m'a demandé immédiatement combien de personnes il y aurait. Mais vous inventez complètement. Non, non. J'ai demandé si eux seraient là. Voilà. Vous m'avez dit oui, alors bien sûr, je suis venu. Alors, merci infiniment de votre présence, de votre soutien qui participe à la défense du livre, à la défense des librairies, et qui donne à Nancy la plus belle des images, celle d'une ville où l'on aime le livre. Alors, vous qui aimez lire, pour cette fin d'année, je vous conseille évidemment, si en plus vous avez envie d'être de bonne humeur, le dernier album du Chat. 19e album du Chat, plus qu'un album, un coffret, Le Chat passe en table, avec non pas un, mais 2 livres, et vous allez comprendre pourquoi j'ai commencé en parlant de « Il n'y a pas un chat », c'était une transition. Il n'y a pas un chat, Le Chat est parti, donc 2 livres et non pas un, et en plus, la Gazette du Chat, très, très inédite, la Gazette du Chat. Oui, c'est une première. C'est un journal que j'ai lancé d'abord en forme numérique et qui maintenant existe en papier. C'est le contraire de la presse traditionnelle qui a existé depuis très longtemps en papier et qui malheureusement passe à une version numérique parce que la presse va mal. Moi, j'ai fait le contraire. C'était du numérique, ça devient du papier. J'essaye d'inverser le mouvement. Alors, ce qui est le plus important, c'est que dans Le Chat passe à table, il y a 280 gags inédits de son maître. Ouais. Enfin, on verra tout à l'heure qui est le maître de l'autre, d'ailleurs. Mais qui sont de vraies friandises à dévorer. Alors, Philippe, votre chat est une star internationale, même si elle n'a pas l'air d'avoir pour l'instant la grosse tête, ça va, supportable à vivre. Non, c'est surtout le bide qui est gros chez le chat, mais c'est pas la tête. C'est pas la tête, donc ça va. Vous en avez vendu plus de 12 millions dans le monde? C'est ce que me dit mon éditeur. 12 millions d'albums, ils ronronnent. Et auxquels on doit ajouter les quelques-uns que des personnes ont achetés tout à l'heure. Puis c'est pas fini, il y a encore à la sortie. Bien sûr. Oui, bien ça grimpe tout le temps. Ah oui, ça va être énorme tout à l'heure. Ils ronronnent en plein de langues, en néerlandais, en portugais, en grec, et même, et alors ça c'est très surprenant, en iranien. Oui, plus précisément en farsi. Il est publié à Téhéran dans une revue qui s'appelle Humour et caricature, et ça fait sourire évidemment que le chat est publié dans le pays du chat d'Iran, mais chez eux, le jeu de mots ne marche pas. Vous êtes sûr de votre traducteur, là? Parce que quand je vois les gags qui sont à l'intérieur sur la religion... Disons qu'on essaye d'éviter les gags sur la burqa, sur les mosquées, etc., dans la publication iranienne. Il est édulcoré. Il est édulcoré, bien oui, sûr. D'accord, je comprends mieux. Mais ça fait partie, le farsi fait partie de ces langues, comme l'arabe, dans lequel il vient d'être traduit au Liban, dont je ne peux pas contrôler la traduction. Donc je dois avoir une confiance aveugle en mon traducteur, ce qui n'est pas le cas pour l'anglais, l'italien ou le néerlandais, que je parle moi-même et donc que je peux contrôler. Mais oui, si vous êtes traduit en chinois, faut faire confiance au traducteur. Certain. Parce que ça peut être très... Vous savez, une des premières traductions du chat a été faite en allemand. Alors c'est une langue que nous pouvons un petit peu comprendre, enfin dans mon cas. Et j'ai eu très peur parce qu'un des premiers gags qu'ils ont traduit,
qu'ils ont traduit, pardon, était celui du chat. Il est ancien, pardonnez-moi, il n'est pas au niveau des autres. C'est le chat qui tient une photo d'une dame qui tient une poêle à frire. Et il dit, c'est une œuvre de jeunesse, ça s'intitule « Femme à poil ». Et les Allemands traduisent le gag, très bien, mais ils le traduisent littéralement. Et donc je découvre dans le livre que le chat dit d'assiste à une œuvre de jeunesse, je ne sais pas comment ils disent, Frau mit ein Bratpfanne, donc femme avec une poêle à frire. Et ça ne voulait plus rien dire, évidemment. Et donc l'Allemagne ne s'est pas éveillée au gag du chat comme je l'aurais souhaité. Mais ça va venir, ça va venir. Bon, peut-être si je trouve un bon traducteur, mais là ils ont dit non, ce n'est pas drôle, et ils avaient raison. Derrière votre chat, il y a une création gigantesque, plus de 12 000 dessins, c'est ça? Publiés. Oui, 12 000 dessins publiés en 31 ans. Alors faites le calcul pour les moyennes, je ne sais pas, mais enfin c'est beaucoup. C'est-à-dire que depuis 3 décennies, je dessine énormément, je publie comme un malade. Et vous ne faites pas que ça, en plus. Et je ne fais pas ça, mais je vous rassure, sur les 12 000 gags créés, tous ne sont pas aussi drôles les uns que les autres. C'est-à-dire qu'il y en a des très bons, mais il y en a des lamentables dont aussi. Vous n'êtes pas fier. Ouais, non, je vais essayer de les détruire avant ma disparition pour qu'on garde un bon souvenir de moi. Alors, Philippe, lorsque donc, vous publiez ce 19e album, le chat passe à table, disons-le tout de suite, ce n'est pas un livre de cuisine, mais il passe aux aveux. Oui. Vous comprendrez que moi, à mon tout petit niveau, j'ai eu envie de vous faire passer, vous, son maître, aux aveux. Donc, à table, Philippe, pour une petite heure. Et d'abord, est-ce qu'il est vrai que le chat est le fruit d'un amour et d'un mariage heureux, le vôtre ? Oui, on peut le dire comme ça. C'est-à-dire que le chat est né il y a 31 ans, je vous le disais, dans le journal, le soir à Bruxelles. C'est la date officielle, mais il y a une date officieuse. Il est apparu dans ma vie d'une autre façon. Donc la naissance officielle dans le journal, c'est 1983. En 1980, je me suis marié avec la femme de ma vie. Et pour remercier les amis qui nous avaient fait des cadeaux, c'est le plombier? Non, ça c'est encore autre chose. Ah bon? Non, ma femme n'est pas plombier. Non, mais votre liste de mariage était chez un plombier, c'est ça? Ah oui, vous avez raison. Ah, ouais. Ah oui, vous avez remarquablement préparé cet entretien, François. J'ai passé des jours et des nuits, Philippe. Alors, comme on n'avait pas en rond à l'époque, on venait de s'endetter pour 20 ans en achetant une maison dans laquelle il n'y avait pas de chauffage. On a mis notre liste de mariage chez un plombier en demandant à l'un un radiateur, à l'autre 12 mètres de tuyaux et au troisième une vanne thermostatique. Ça semblait logique. C'est astucieux. Voilà. Et pour remercier nos amis de tous ces généreux cadeaux, j'ai dessiné un petit carton qui était plié en deux. Alors, quand on le sortait de l'enveloppe, on voyait l'avant d'une Madame Chat avec un grand sourire et des yeux papillonnants. Et quand on ouvrait le carton, on voyait qu'il y avait un Monsieur Chat qui était en train de la sauter. Attendez, on était mariés, c'était la nuit de noces, mais c'était joliment dessiné. On voyait qui était qui. Pour bien montrer qui était qui, j'avais encore ajouté des lunettes rondes au monsieur. Et donc, voilà, ça a fait rire beaucoup de gens. Ça a fait grincer quelques dents, mais qui étaient fausses, donc ce n'était pas grave. Et ensuite, voilà, la vie a continué, belle, magnifique. Et nous avons eu un bébé 3 ans plus tard, Antoine, pour qui j'ai dessiné un petit carton de naissance avec le couple de chats et un petit bébé chat dans des langes. Et c'est à cette époque-là que Luc Honoré, le journaliste du soir, m'a demandé de proposer un personnage pour le journal. Et donc, ce chat est revenu dans ma tête, dans ma main et sur ma feuille de papier. Et je leur ai présenté quelques croquis d'un chat qui disait des bêtises. Et ils l'ont engagé pour... Mais pourquoi un chat? Vous aviez des chats enfants, vous aimiez dessiner des chats. Pourquoi un chat plutôt qu'un chien, qu'un lapin vous ne croyez pas si bien dire. J'avais fait des croquis préparatoires. Je nous avais dessiné, ma femme et moi, en lapin, faisant la même truc. Mais ça semblait un petit peu trop, trop évident. Et puis en chien, et c'était pas poétique, c'était pas joli comme l'ont été les deux chats. Et par ailleurs, et je le racontais tout à l'heure aux jeunes de l'école de la deuxième chance, que j'ai eu la chance, moi, de rencontrer avant notre rencontre, je leur ai dit que dans ma vie d'enfant, il y a eu un chat qui a eu une grande importance pour moi. C'était le chat des voisins,
Il s'appelait Passepartout, comme le personnage de Jules Verne, et il était si gros qu'il ne passait nulle part. Et enfant, à 3 ans, ça m'a fait rire. Et je crois que c'est grâce à lui que j'ai appris le second degré. Il était ridicule. Il voulait suivre une souris dans un trou grand comme ça, il passait la tête et puis le reste ne passait plus. Et donc j'ai le souvenir du postérieur de ce chat gigantesque qui devait faire marche arrière là où il n'arrivait pas à passer. Et je pense que c'est les premières choses qui m'ont fait rire. Et j'ai ensuite voilà, rendu hommage à cette pauvre bête dans beaucoup de livres. Et enfant, vous dessiniez. Est-ce que vous étiez un enfant espiègle? J'imagine que oui, on ne Oui. vous voit pas tristouner au fond d'une salle Non, de classe. j'ai toujours voulu faire rire les autres. À l'école, ça m'a joué beaucoup de tours. J'avais une institutrice qui souffrait de narcolepsie. Et donc, qui s'endormait au milieu des heures de classe. Et moi, dès qu'elle ronflait, je me levais, je faisais le conte devant les autres, qui riaient en silence pour ne pas la réveiller. Jusqu'au jour où, faisant le conte devant tout le monde, elle s'est réveillée derrière moi et je me suis fait coffrer. Bon, mais donc j'ai toujours essayé de faire rire. Voilà, un jour très jeune, ma tante norvégienne bavardait en norvégien avec une amie et j'ai dit, est-ce qu'au moins on est certain qu'elles se comprennent l'une l'autre dans cette langue bizarre? Et les autres, les parents ont dit, ah, quel joli mot d'enfant. Non, mais moi je voulais faire un gag. Je savais qu'elles se comprenaient, mais je trouvais voilà. Donc j'ai toujours, depuis l'enfance, tâcher de capter les choses incongrues, les défauts, les petites failles. Et vous les dessiniez? Oui, j'ai commencé très jeune à dessiner. Ouais, ouais. C'était venu. Enfant, je faisais déjà des petits livres avec une collection. J'avais créé un personnage qui s'appelait Auguste. Alors, il y avait Auguste fait du catch, puis Auguste à la campagne, et puis Auguste à la mer. Et j'avais fait 3 petits livres, collection, machin, truc. Donc, j'avais déjà ça en moi, très petit. Bon, à l'époque, je ne les vendais pas. C'est venu plus tard, ça. J'ai cru comprendre que dans votre carrière, il y avait eu quelqu'un de très important. C'était un laveur de carreaux qui avait découvert, en allant aux toilettes chez vous, oui, tous les dessins que vous aviez faits. Alors, avec mon frère, nous faisions dans les toilettes de la maison familiale. On habitait une grande maison à Bruxelles dans laquelle habitaient plusieurs familles. Et c'était une époque où il n'y avait pas des toilettes partout comme maintenant. Maintenant, vous allez dans n'importe quelle maison, il y a 4 salles de bain, des télévisions dans toutes les chambres. Non, nous, on avait une malheureuse toilette pour tout le monde. Je ne vous raconte pas, pendant les épidémies de tourista, les drames qu'on a vécus. Mais donc, il y avait nous, on faisait un journal mural. Avec mon frère, on dessinait l'actualité de la famille et du monde, et on affichait ça là. Et un jour, le laveur de vitres passe aux toilettes et il n'en ressort plus, il lit tout, et il sort et il dit à ma mère, c'est fabuleux, j'ai un ami qui est rédacteur en chef d'un journal d'humour, il faut que je lui montre ça. Il a emmené des dessins, et c'est comme ça qu'à 16 ans, j'ai publié mes premiers cartoons dans L'Œuf, qui est une revue en Belgique qui n'a pas vécu très longtemps, mais voilà. Mais vous êtes passé par elle. Ceci dit, votre père a été dessinateur de presse, je crois. Vous aviez des parents qui étaient une famille de culture. Oui, une famille d'artistes. Ma mère a fait des études de chant, mon père a été dessinateur de presse, caricaturiste, politique, et il rêvait que leurs 2 fils deviennent artistes. Si mon frère ou moi, on avait... Mais pas aux États-Unis. Non, pourquoi ? Ah non, parce que mon père était militant communiste, donc il était très épaté par le projet soviétique, et ne nous parlait que de ça. Pour lui, la conquête spatiale soviétique, c'était vraiment de la science. Chez les Américains, c'était de la propagande. Vous voyez ? Et Walt Disney ? Walt Disney, c'était juste commercial. Moi, j'ai jamais vu un Walt Disney de ma vie, d'enfant. Par contre, j'ai vu tous les films de Eisenstein, de Pudovkin, de Bondarchuk. Voilà. Donc, si vous voulez, ça vous forme différemment. Les États-Unis, c'était Satan, et l'Union soviétique, c'était le paradis, évidemment, le paradis socialiste. Et après, il a déchanté, le pauvre, quand il a vu comment avait tourné ce projet. Et on en était où? Parce que vous m'entraînez là sur des... on parlait de mon père et des arts, voilà. Et mes parents avaient tellement envie d'avoir des enfants artistes que si mon frère ou moi étions devenus médecins ou notaires,
je crois qu'ils nous auraient plus adressé la parole, nos parents. Parce que on était obligés d'être artistes. On ne pouvait pas faire autrement. Ça a été très dur pour nous. Non, je plaisante. Mais en fait, vous, dans votre tête, vous ne vouliez pas être Tintin, mais Molière. Vous avez été comédien. J'étais comédien, effectivement. Vous l'êtes d'ailleurs toujours un peu, en fait. Non, non, non. Là, ce que je vous dis est tout à fait sincère. Oui, oui, oui. Non, disons que le métier de comédien m'a servi à parler en public, à bouger. J'ai même fait de la danse classique. Bon, j'ai beaucoup perdu, Mais j'ai joué pendant 10 ans au théâtre sur des très grandes scènes, des très grands rôles, des très belles pièces. Et puis je me suis rendu compte que j'étais pas fait pour ça vraiment. J'étais pas le meilleur comédien du monde. D'ailleurs, quand j'ai quitté le métier m'a pas retenu. Et pourtant, j'ai fait des belles choses qui ont été importantes pour moi. C'était un rêve de môme. En fait, quand j'allais au théâtre, quand j'étais enfant, je voyais des jeunes premiers qui prenaient dans leurs bras de magnifiques jeunes comédiennes avec des décolletés plongeants. Et je me suis dit, un jour, je serai à leur place, à ces salauds. Et j'ai rêvé de ça. Et puis, Enfin, c'est quand même là que vous avez rencontré votre femme. Oui, mais pas au théâtre. Pas au théâtre. Elle était script au cinéma. Donc, heureusement que j'ai fait ce métier parce que j'ai rencontré ma femme, mais sinon, voilà. Et puis surtout, j'ai quitté le métier quand je me suis rendu compte que je venais d'avoir des enfants et que si je continuais à être comédien, je ne serais jamais le soir à la maison pour leur lire une histoire et que je serais sur des scènes en province, à l'étranger, à raconter des histoires à des gens que je ne connais pas et je ne serais pas à la maison pour lire un livre à mes enfants à moi. Et c'est ça qui m'a ouvert les yeux. Je me dis, le métier de comédien est un métier de célibataire. Et si je veux voir grandir mes enfants, il faut que je change de casquette. Quelle belle raison. Oui, et je m'en félicite parce que voilà, la relation que j'ai avec mes enfants est magnifique. Vous savez, il y a une chose dans la vie, et c'est à ce moment-là que je l'ai comprise, il y a un moment où ma vie a véritablement pris un sens, c'est quand je me suis rendu compte que c'est celle des autres qui avait plus d'importance que la mienne. Et avec les enfants, c'est ça. Avec les petits-enfants, c'est pareil. Et donc, ma vie a beaucoup de sens parce que j'ai des enfants et des petits-enfants. Alors, on en arrive au chat, à ce 22 mars 83, où le chat naît dans les pages du Soir, du journal belge, bien sûr. Au moment où vous commencez, Hergé meurt. Est-ce que Hergé a été un de vos maîtres ou est-ce que vous en avez eu d'autres? Est-ce que c'était important pour vous? Ne faites pas croire que Hergé a préféré mourir plutôt que d'avoir un nouveau concurrent. Hein. C'est pas ça. C'est qu'on vous veut qui dire. dites ça, non. Moi je n'ai rien dit. Non, j'ai su ça des années plus tard, c'est que à la minute précise où j'inventais le chat sur ma table de salle à manger, Hergé était en train de mourir dans un hôpital bruxellois. Bon, après, voilà, c'est juste une coïncidence. Hergé, bien sûr, est fondateur dans mon approche de l'image. Je n'ai jamais eu envie de faire de la bande dessinée au sens où lui l'entendait, au sens de la grande bande dessinée classique, Tintin, Spirou, Blake et Mortimer, etc. J'ai jamais eu envie de raconter des histoires longues avec le dessin, mais je fais plutôt partie des adeptes de Rézère, de Chaval, de Bosc, de Ciné, de Sampé, de ces génies du dessin d'humour qui racontent une histoire en une image. C'est toujours ça qui m'a explosé. Oui, d'ailleurs, vous ne faites pas de la BD, mais du dessin d'humour. Vous n'aimez pas qu'on dise que vous êtes dessinateur de BD. Je m'y suis habitué. On me dit j'adore vos BD, je ne veux pas péter la gueule à celui qui me le dit. Hein. Donc, non, je m'y suis habitué, mais fondamentalement, c'est du dessin d'humour que je fais. Je ne sais pas si vous connaissez ce dessin, pour moi, le dessin d'humour qui doit rester, qui est le plus grand de tous, c'est un dessin de Charles Adams, qui signait Chase Adams, dessinateur américain, et il dessine un paysage de neige. C'est une piste de ski, enfin la neige est vierge, et il y a un type qui remonte la piste là et qui
regarde un truc qui l'intrigue, parce qu'il y a un type qui descendait, et on voit les traces de ces deux skis qui passent de part et d'autre d'un sapin, et il continue beaucoup plus bas dans la vallée. Et le type regarde ça et il dit, mais comment il a fait? Et la force de ce dessin, c'est que on se trouve après l'obstacle. C'est-à-dire qu'il y a une résolution, évidemment, il n'a pas dessiné le mec qui aurait dû s'emplâtrer sur l'arbre. Et c'est tellement surréaliste, c'est tellement beau. Et la gueule du mec qui regarde ça et qui dit, mais comment il a fait? C'est fabuleux. Il n'y a pas un mot qui est prononcé, c'est juste une image et c'est juste parfait. Et c'est des choses comme ça qui m'ont donné envie de devenir dessinateur et d'essayer de faire rire mes contemporains. Alors, votre chat, il est quasi immobile, il ne change pas. Pourquoi il n'a pas de moustache, au fait? Alors, je l'ai expliqué à un monsieur qui doit être dans la salle, à qui j'ai dédicacé un coffret tout à l'heure, et je l'explique dans un dessin. Le chat dit, on me demande souvent pourquoi je ne porte pas la moustache, mais il dit, j'ai essayé, mais lorsqu'elle pousse comme ceci, et en fait, elle pousse comme la moustache d'Hitler. Et il dit, je préfère la raser. Voilà. Et pourquoi il n'a pas de nom? Bonne question, mais je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que j'ai hésité. Vous savez, il y a des enfants comme ça hein, aussi, on cherche, est-ce qu'on va l'appeler Benoît, Frédéric, Robert, etc. Et puis on attend tellement longtemps que finalement il est grand et on ne lui a pas donné de prénom. Alors on l'appelle l'enfant. J'en connais, hein. Pas à Nancy. Ou bien machin. Moi je connais des gens qui ont appelé leur fils machin. Dis machin, tu veux pas apporter le truc à ta mère là-bas? Qu'on ne sait pas, on peut faire une très belle vie sans prénom. Eh ben, le chat, c'est pareil. Le chat, ça marche bien, oui, il n'y a pas de problème. Et vous ne signez jamais vos dessins? Rarement. Tout le monde sait que c'est vous. C'est-à-dire que si c'est le chat, on sait que c'est moi. Oui. Et donc, c'est pas. Et je trouve que souvent, dans mon cas, la signature déséquilibre le dessin. C'est juste un souci graphique. C'est pas de la fausse modestie. Mais j'ai pris l'habitude de ne pas signer. L'échec non plus, je me dis. Alors, dans Il n'y a pas un chat, vous donnez la définition du gag, ou plutôt, c'est un gag, le chat est au bar. Vous vous souvenez de la définition? Non, je vais vous reprendre parce ça. Parce que voilà, je suis pas très bon pour me citer moi-même, forcément. C'est celui-là? C'est celui-là. Vous voulez que je le lise? Ah mais oui, je vous en prie. Alors, le chat est accoudé au comptoir chez Roger. Et il dit, voici le dosage pour un bon gag, 1/4 de conneries et 3/4 d'humour. Et Roger lui dit, pour celui-ci, n'auriez-vous pas inversé les proportions? Voilà. Donc, le chat aime rire de lui-même aussi. Ce qui est, on en parlera peut-être, mais pour moi, la base de l'humour, je veux dire, on devrait passer un brevet d'humoriste pour ce métier. La première... C'est d'aimer rire de soi-même. Bah oui, un sauveteur en mer, il doit savoir nager. Sinon, ce n'est pas la peine de faire ce métier-là. Ça serait terrible, vous imaginez, il va sauver des gens et puis il se jette à l'eau parce que c'est un brave type en fait. Il a envie de rendre service, mais il ne sait pas nager. Donc ça pose un problème plutôt que ça ne le résout. Et l'humoriste, pour être acceptable, doit pouvoir rire de lui-même. Voilà. C'est pour ça que j'accepte qu'on rit de mon physique, par exemple. Mais d'ailleurs, vous dessinez. Allez-y, vous en rajoutez, vous dessinez. Oui, je suis chauve. Et alors? Vous voyez hein, bon, il faut pas. Il y a pire. Hein. C'est très. Oui. Il y a pire. Je pourrais être belge en plus. Oui. C'est ça que vous voulez dire? Absolument. Puisqu'on parlait d'humour, vous avez commencé à en parler. Des proches disaient qu'on pouvait rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Vous dites la même chose? Non. Moi, je pense qu'on peut rire de tout et avec tout le monde. Bon, évidemment, si vous riez, je sais pas, maintenant avec un type de l'État islamique et que vous riez de sa Kalachnikov, il risque de mal le prendre. Non, alors évidemment, il y a des choses un petit peu embarrassantes parfois. Mais ce que je dis, c'est plutôt un vœu pieux. C'est que je voudrais arriver à rire avec tout le monde de tous les sujets. Je pense que rire d'un sujet,
ça peut être aussi noble que réfléchir à un sujet. C'est comme si vous me disiez, peut-on réfléchir à tout? La réponse semble être oui. La question serait, peut-on parler de tout? Oui, pourquoi pas? Et moi j'ajoute, peut-on rire de tout? Oui, évidemment. Même des sujets graves. Il faut le faire avec le respect d'autrui. Il ne faut pas le faire avec agressivité, forcément, parce que sinon ce n'est plus de l'humour, mais de l'agressivité. C'est ça souvent la différence avec vous, qui fait que votre humour passe bien et que certains autres humoristes qui sont beaucoup moins humanistes que vous en même temps, parce que vous êtes un vrai humaniste, donnent une impression d'agressivité insupportable. Oui, ou une impression, ou le sont réellement. Voilà. Je pense que si l'humour est insultant, ce n'est pas l'humour qui prime dans ce cas, c'est l'insulte. Mais donc si l'humour est fraternel, si l'humour est partagé, si l'humour est poétique, si l'humour est humaniste, on peut aller très très loin. Et la meilleure preuve, c'est que, alors dans ce livre et dans d'autres, j'ai fait des dessins sur le handicap, par exemple. J'ai représenté des personnes en chaise roulante dans des situations un petit peu compliquées. Il y a un dessin, je ne crois pas que je l'ai mis dans un album, mais je vais le faire, où il y a une mère qui flanque une tarte à son gosse qui est en chaise roulante, et lui dit, c'est pas parce que tu es handicapé que tu peux être impoli. Bon, ça fait un petit peu froid dans le dos de ficher une tarte à un gamin en chaise roulante. Mais en même temps, je veux dire là qu'un gamin en chaise roulante est un gamin comme les autres. D'être dans un fauteuil, ça ne l'autorise pas à être insultant ou à mal se conduire. Et là où ça passe, c'est que lorsque je suis en dédicace et que des personnes viennent me faire signer un livre, elles me disent souvent des choses très profondes, et notamment des personnes en chaise roulante m'ont dit « Merci de faire des dessins dans lesquels vous nous mettez en scène, parce que vous nous incluez dans la société. Vous ne nous mettez pas au banc. » Et le fait que des gens nous regardent parfois, soit avec pitié, soit avec un air un petit peu improbable, ça nous fait nous sentir différents et ça nous exclut. Et moi, même en faisant des blagues avec eux, je les inclus dans la vie sociale de nous tous. Alors, vous dites, j'avoue, le chat, pardon, dit, j'avoue, je ne respecte rien, enfin, 3 petits points, sauf mes lecteurs, et vous en avez tellement, il en a tellement, que ça fait déjà beaucoup de personnes qui sont respectées. Dans le chat passe à table, parmi ces 280 gags, moi j'avoue que c'est un de mes préférés de vous, et je pense que je vous le disais tout à l'heure, c'est le plus fort, parce qu'on a à la fois le gag basique qui fait rire, le moment de poésie. Vous avez ce cerf dans un dessin, oui. Ce cerf qui regarde des bûches et qui dit « tiens, mes cheveux ». Il y a vraiment de très très beaux moments dans le... Il dit « oh, des cheveux ». « Oh, des cheveux ». Des cheveux, oh, des cheveux. Mais oui, parce qu'on m'a toujours appris que les cerfs avaient des bois sur la tête, et donc quand il les voit par terre, il pense qu'on lui a fait... qu'il est passé devant chez un coiffeur. Alors, est-ce que... il y en a un qui est pour vous votre préféré, et est-ce qu'il y en a un dont vous n'êtes pas fier? Ah, bonne question, mais ça, il faudrait que je compulse mon livre. Compulser. Alors, pas fier, ça, il doit y en avoir quelques-uns. Il y en a un que j'aime beaucoup, c'est le chat qui dit l'optimiste voit le verre à moitié plein, le pessimiste voit le verre à moitié vide, et aucun de ces deux cons ne se demande pourquoi on ne leur sert que des demi-verres. Alors celui-là j'aime bien. Je cherche un où je ne suis pas fier. Non, celui-là je suis fier, celui-là aussi, celui-là aussi, celui-là, oh oui, celui-là j'adore, celui-là est formidable, celui-ci est bien mais il est difficilement racontable. Il y avait un dessin du chat que j'aimais beaucoup mais qui était dans un précédent, c'est le chat qui arrive devant un panneau indicateur devant le métro et il est marqué « vous êtes ici » et il dit « les nouvelles vont vite ». Je trouve que c'est... Évidemment, je me suis posé un jour moi-même la question. Alors, je vois que vous êtes ici et je dis à ma femme et mes enfants, mais comment ils le savent? Comment faites-vous pour trouver tout ça? Est-ce que vous avez un carnet sur vous? Est-ce que vous notez en permanence? Je ne sais pas, quand vous allez au ski, quand vous allez à la mer, est-ce que partout vous notez?
Pour sortir un gag par jour, il faut quand même bien avoir l'esprit en éveil. Mais j'en sors bien plus d'un par jour. Vous êtes génial, donc. Non, je suis travailleur. Non, alors j'ai trouvé celui dont je suis pas fier, je vais vous le dire tout de suite. Mais non, je sais pas. Alors celui du vous êtes ici, les nouvelles vont vite, c'est vraiment là, c'était devant un plan de ville où voilà, je voulais faire rire ma femme et mes enfants. Mais sinon, non, je passe pas ma vie à noter des idées. J'attends que ça vienne. Enfin, je me dis tiens, il faut une idée, tac, je trouve. Voilà, ça vient comme ça. Vous savez, c'est Picasso. C'est votre femme, votre première lectrice? Je croyais que vous alliez dire c'est votre femme qui vous donne les idées. Non, non, non. Ce ne serait pas permis. Non, 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 je fais tout moi-même. Elle est ma première lectrice lorsque j'ai terminé la maquette d'un livre. Dites-vous, juste une petite parenthèse, vous m'avez dit tout à l'heure qu'il y a un autre auditoire. Oui. On va devoir aller répéter exactement la même chose à côté. Normalement. Je ne me souviens pas de tout ce que j'ai dit. Hein. Normalement, ils vous regardent. D'accord, je les salue. Nous sommes allés jusqu'à mettre un autre écran. Très bien. Oui. Ça me rappelle, vous voyez qui est Kosciusko Morizet. Je vois, oui. Et elle donnait lors d'une... elle faisait une campagne pour la mairie de Paris. Et un jour, elle donne un meeting dans une salle et ils avaient prévu des écrans à l'extérieur pour les gens qui ne pourraient pas rentrer dans la salle. Et donc, elle avait prévu un discours et on ne l'a pas prévenue. Et elle dit à un moment, la salle n'était pas tout à fait remplie. Et elle dit, et je m'adresse surtout à tous ceux qui sont à l'extérieur et qui n'ont pas pu rentrer. Et en fait, il y avait une caméra à l'extérieur, il n'y avait personne à l'extérieur. Et ça, c'est très gênant, évidemment. Vous ne le saurez jamais, on ne le saura. parce que vous ne direz jamais dans l'autre amphi. Ne me dites rien, mais je ne me présente à rien, moi. Alors voilà le dessin duquel je ne suis pas fier. C'est le chat qui, en 3 cases, dit « Pour fêter l'anniversaire d'un enfant, on achète souvent un gâteau. Pour fêter celui des bébés congelés, on met des glaces dans le congélateur. » Mais ça, par exemple, j'avais passé une... C'est un peu glaçant comme humour. Hein. Oui, j'avais passé une soirée avec Madame Courgeot. Vous vous souvenez? Et on mangeait des glaces ensemble. Et je me suis dit, elle a un drôle de goût, celle-là. Alors elle m'a expliqué tout. En fait, c'est comme ça. Vous voyez, on peut. Voilà. Alors là, justement, donc prenez il n'y a note. pas de domaine. Non, prenez note. Moi, je propose un truc, c'est eux qui rient. Oui. Et ça, c'est dégoûtant de votre part. Donc c'est de leur faute. De rire de sujets aussi horribles. Je ne serais pas fier de vous. Je vais retenir ça. Tiens, Nancy. Donc il n'y a aucun domaine sur lequel vous posez des limites? Non, aucun. Aucun. C'est remarqué. Est-ce que vous avez la sensation en 30 ans que la période a changé, qu'il y a un peu de retour le retour de la censure, que l'expression est moins libre que quand le chat est né dans ses premières années? Je trouve que ce qui a surtout changé, c'est que les gens sont beaucoup plus vieux qu'il y a 30 ans. Et moi en particulier. Sinon, l'époque a changé, pas que en bien. Je pense à l'environnement, je pense à la mondialisation, je pense à l'argent roi et au monde de la finance qui est complètement immoral. J'ai fait récemment un dessin dans lequel le chat dit un banquier honnête, ça peut être très mal vu dans le monde de la finance. Comprenez ? Et donc, voilà, tout ça, ça me fait très peur. Maintenant, il y a effectivement une montée et une radicalisation des esprits autour principalement des religions. Il ne faut pas se le cacher. C'est dommage. Les religions, ça a quand même souvent foutu la merde à travers beaucoup d'époques de l'histoire. Et je ne sais plus quel philosophe disait « Un jour, on se rendra compte que les religions étaient des maladies mentales. » Mais à mon avis, c'est dans très longtemps. Et je me dis que si une force supérieure devait exister, ce dont je doute, elle ne permettrait pas que les hommes, qui sont quand même des crétins, s'entretuent au nom d'une divinité. Je trouve ça lamentable, je trouve ça triste, je trouve ça primaire, et je pense que si l'humanité avait dû un tant soit peu évoluer, elle aurait dû réfléchir ensemble au bien-être des hommes, des femmes et des enfants, et pas à se tirer par la barbe pour voir qui a le Dieu le plus malin ou le plus puissant ou le meilleur que les autres. Je trouve ça d'un infantilisme absolument indigne.
Voilà. Puisque vous parlez du bien-être des femmes et de la religion, vous voulez bien lire celle-ci, ou Oui. du moins la décrire, parce que Oui, c'est difficile. Alors je là, doute qu'en Iran, celle-ci est... Mais non, je crois pas. Je crois pas. J'ai dessiné beaucoup sur la burqa. J'avais fait un dessin il y a quelques années où on voit ça s'appelle Kaboul, 8h30 du matin, et on voit une femme en burqa. Et à côté d'elle, il y a un truc vert comme ça aussi, qui a la même forme en petit, et dit une femme afghane conduit sa fille à l'école et en profite pour sortir le sac poubelle. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas qui est la petite fille et qui est celle qui est le sac poubelle. Voyez. Et ici, c'est dans un commissariat, il y a des suspectes, 1, 2, 3, 4, elles sont toutes les 4 en niqab, et le policier dit, vous êtes sûr? Et il dit, formel, c'est la 3. Donc on ne sait pas qui est qui. Mais c'est un vrai problème. Alors là, mais je ne pense pas que ça ne ferait pas rire des... Alors toutes les religions, hein, Oui, passent, voilà. parce que d'ailleurs vous avez publié la Bible selon le chat L'année dernière. Absolument. Et toutes les religions y passent. Oui, absolument, parce que je ne veux pas avoir l'air de taper sur l'un plutôt que sur l'autre. Pour moi, toutes les religions doivent être mises à peu près dans le même sac, à des degrés différents certes, et à des périodes différentes de leur histoire. Parce que comme si obligatoirement les religions devaient passer par une période barbare, et finalement quand on voit comme le catholicisme au moment de l'Inquisition a été une plaie pour l'Europe et pour l'Amérique du Sud et pour les colonies, on se dit que l'islam qui date de plus tard vit cette crise à peu près au même moment de son évolution. Ce qui est dommage, c'est que l'une ne serve pas d'exemple à l'autre. Mais voilà, donc on se dit, dans 300 ans, il n'apparaîtra plus. Ne soyons pas inquiets. Très clairement, le rire doit servir à réfléchir. J'espère qu'il sert à ça aussi. Oui, sinon ce serait juste un plaisir ponctuel. Un dessin, comme j'essaye de les faire, s'il peut faire rire et ensuite réfléchir, et ensuite se dire « oh, c'est joli aussi », ben là j'ai réussi mon coup. Je ne dis pas que tous mes dessins font réfléchir. Hein. Par exemple, l'histoire de mon GPS pour orientation sexuelle, bon, c'est juste fait pour faire rire. Oh, mais regardez votre chat qui dit « Au musée de l'homme, il y a des toilettes pour dames ». C'est tout de même un signe. Oui, c'est un progrès. C'est une réflexion, ça. Bien sûr. Parce que souvenons-nous qu'à l'Académie française, jusqu'à l'arrivée de Marguerite Yourcenar, il n'y avait que des toilettes pour hommes. Absolument. Et après qu'elle soit arrivée, il y avait 2 portes. Sur une, il était écrit homme et sur l'autre, Yourcenar. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Et Jean d'Ormesson l'a raconté. Bien sûr. Absolument. Non, c'est un dessin de Charlie Hebdo. Eh bien, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Alors, non. Il raconte. Il lit Charlie Hebdo, donc. Vous aimez les journalistes? Vous avez encore votre carte des amis après après ce dessin? table? Oui, parce que ce qui est formidable avec les journalistes ou avec d'autres catégories, quand je tacle une profession ou un groupe humain, c'est qu'on le prend toujours pour le voisin. C'est par exemple, si je fais un dessin sur les cons, ça fait rire plein de gens, parce qu'ils disent « ah oui, j'en connais un ». Mais parfois, ils ne savent pas que... Mais bon, alors c'est que le dessin... Je préfère que vous le lisiez vous-même. Bon, alors le chat dit « Trop de journalistes sont emprisonnés pour leurs idées ». Amnesty International. Et tellement de journalistes mériteraient de l'être pour en avoir si peu. Le chat. Oui, je trouve qu'on laisse courir des journalistes, même dans notre pays, qui ne méritent pas de faire ce métier. Moi, je serais dictateur, ça roulerait autrement, je vous le dis. Ah ouais. Vous revendiquez évidemment très haut votre belgitude. Oui. La Belgique est vraiment une terre de création pour l'humour, évidemment. Est-ce qu'il y a un humour belge, d'ailleurs, un peu surréaliste? C'est difficile. Et pourquoi tant de dessinateurs de BD en Belgique? Pourquoi tant de dessinateurs de BD, de chanteurs, d'acteurs, oui. de créateurs de mode? C'est un pays tout petit et qui exporte des talents par dizaines vers la France. Mais on va beaucoup chez lui ces dernières années aussi. En France, on part beaucoup en Belgique. Là. Les Français vont beaucoup en Belgique ces dernières années. Pour d'autres raisons. Absolument. Ce sont, oui, nos réfugiés fiscaux. Oui.
Mais un jour, j'ai dit, vous savez, il faut arrêter parce qu'on ne peut pas accueillir toute la richesse du monde dans notre pays. Alors, est-ce qu'il existe un humour belge? Oui, oui. Vous le revendiquez, cet humour belge? Pas consciemment. Je n'ai pas la conscience de faire de l'humour belge. Je fais l'humour, je pratique l'humour qui me fait rire. Il se fait que dans mon pays, qui a été traversé par diverses cultures, nous avons été occupés par les Espagnols, par les Romains avant ça, par les Français, par les Hollandais, par les Autrichiens, par les Anglais, par les Allemands. Bon, ils n'ont pas laissé beaucoup de traces dans l'humour, eux, mais ils ont été là aussi. Et donc, nous avons, en Belgique, le sentiment d'être un petit peu, on dit à Bruxelles, les inekeux. C'est le mot bruxellois pour bâtard. C'est-à-dire, nous sommes des sans-mêlés. Nous avons bu aux mamelles de beaucoup de cultures différentes. Et au lieu d'avoir une culture très propre à nous, qui soit rayonnante, comme la France, qui a tout de même le siècle des Lumières et je veux dire, la France a, par sa pensée, éclairé un petit peu le monde pendant des siècles. Maintenant, on a l'impression qu'il y a quelques ampoules qui ont grillé, mais votre président a un très beau chapeau en fourrure. Je ne commenterai pas. Et je vous en félicite. Et sa pensée. C'est dommage qu'il soit en fourrure. Oui, alors ce qui est particulier dans cette photo que vous avez tous vue, c'est qu'elle a été prise à l'intérieur, dans un bureau. Parce qu'il serait habillé comme ça à l'extérieur par moins 10 degrés, tu te dirais, ok, il fait froid là-bas, c'est normal qu'il se couvre. Mais dans un bureau qui est chauffé à 24 degrés, voilà, c'est bizarre. Alors on revenait à l'humour belge. Donc la Belgique est une terre de passage, un croisement culturel européen, et il en est ressorti quelque chose de culturel, qui est souvent le pont entre des cultures voisines. L'humour belge est teinté d'humour anglais, qui est plus décalé, plus nonsense, plus second degré que l'humour français, qui est plus tourné vers comment dire, justement, l'humour français, c'est plutôt se moquer des autres. Et les Anglais... C'est pas un humour gentil, quoi. Je crois pas. Et l'humour anglais, c'est plutôt essayer de se moquer de soi. Et donc, voilà, on a essayé de... Enfin, on n'a pas essayé, c'est comme ça, on a pris à l'un et à l'autre. Mais c'est très difficile d'en parler pour moi parce que je n'ai pas toujours conscience de la façon dont je pratique l'humour ou la bande dessinée. Mais ce pays dans lequel on parle deux langues, qui est un pays en souffrance pour l'instant parce que les nationalistes flamands veulent faire exploser la Belgique, nous avons le sentiment de ne parler aucune des deux langues vraiment bien. À Bruxelles et en Wallonie, on parle un français dont vous avez beaucoup ri pendant des années. Les Flamands parlent un flamand qui n'est pas le néerlandais comme le parlent les Hollandais. Et nous avons des difficultés avec la langue et avec l'expression. Enfin, je ne parle pas pour moi, qui parle très bien, mais pour de mes nombreux compatriotes. Et le roi, notamment notre roi, quand vous demandez à notre roi d'improviser sur quelque chose, c'est une catastrophe. Mais bon. Et donc, je pense que pratiquant moins bien le verbe que nos prestigieux voisins, nous avons privilégié l'image. C'est vrai dans la bande dessinée, c'est vrai dans le surréalisme, et c'est vrai jusqu'aux peintres flamands, qui sont quand même une école qui a fait ses preuves. Hein. On ne peut pas dire le contraire. Hein. Ah, mais je n'essaierai pas. Je veux dire, Rembrandt, Rubens, c'est quand même pas des manchots. Hein. Alors, il semble bien que la France va vous aider à avoir votre musée du chat à Bruxelles, parce que finalement, chez Ruquier, l'autre soir, Ruquier, qui est votre grand complice, c'est lui qui vous a ouvert les portes, je crois, de la radio. De la radio en France. En France. Oui, parce qu'on le sait peu, mais vous avez fait beaucoup de radio et de télé en Belgique. J'ai fait des milliers d'émissions de radio et de télé en Belgique avant de débarquer chez Ruquier et chez Drucker. Voilà. Donc, vous avez... En fait, le chat n'occupe pas toutes vos journées. Pardon, le chat n'occupe pas toutes vos journées. Ah non. Vous compartimentez et vous arrivez à avoir plusieurs vies, ce qui peut-être vous empêche de saturer de lui. Exactement. Je crois que si j'avais dessiné le chat depuis 30 ans, chaque jour, de 9h du matin à 19h,
et que je n'avais que ça, vous m'accueilleriez dans une camisole de force. Beaucoup de grands auteurs ont fait des dépressions nerveuses vers la cinquantaine, soixantaine. Hergé, Franquin, Peyo. Peyo, c'est le créateur des Schtroumpfs. Vers la fin de sa vie, il ne pouvait plus voir un Schtroumpf en peinture. Il ne supportait plus, parce qu'il en a trop dessiné. Et donc moi, j'ai fait gaffe. J'écoute les expériences des grands anciens pour essayer d'un petit peu construire ma vie. Et j'ai toujours fait de la scène, de la radio, de la télé, de l'écriture et du dessin. Et donc le dessin n'a été qu'une partie de ma vie artistique. Et donc je reviens de la radio, c'est un bonheur de me mettre à ma table à dessin. Quand je vais faire de la télé, c'est un bonheur de quitter la radio et de retrouver d'autres amis, etc. Donc c'est une façon, vous savez, c'est comme dans ces cuisines indonésiennes ou chinoises, où on goûte un petit peu dans l'assiette des autres, ce qui ne se pratique pas en cuisine partout française. Avec le même bonheur. Absolument. Essayez de faire ça avec la cuisine française, vous prenez un coup de fourchette sur la main. Vous disiez que vous auriez pu ne plus pouvoir voir le chat en peinture, mais vous faites beaucoup mieux que ça. Vous le mettez en peinture, oui. Et le voilà dans les galeries d'art. Après Paris, c'est Lausanne. Et alors, je suis allée voir votre exposition à Paris. Ça vous a super. plu? Ouais. Ah oui, oui. Mais vous atteignez déjà des prix ahurissants. Oui, mais vous ne savez pas ce que me prend la galerie. C'est vrai. Mais il doit rester quelque chose quand même. Non, mais au prix qu'ils affichent, moi, je ne pourrais même pas acheter mes tableaux. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée? Vous avez toujours aimé l'art? Oui. Et la peinture en particulier. C'est ça qui vous a donné l'idée de mettre le chat au milieu des grands peintres? Tout petit déjà. Mon père nous a toujours mis à mon frère et à moi des pinceaux dans les mains et nous a appris à lire une image. Il nous a appris à regarder un tableau du Gréco, de Rembrandt, de Bruegel. Il était passionné de peinture. Et ça se transmet, évidemment. Donc, très vite, j'ai essayé de faire des choses. Il m'a appris à faire de la copie aussi, de recopier une partie d'un tableau ancien. Alors, je ne vous dirai pas les faux que j'ai commis, parce que la police pourrait s'intéresser à mon cas. Mais non, je suis capable voilà, de reproduire des images à l'ancienne. Mais pour ce qui concerne le chat, depuis 1991, j'ai commencé à faire des toiles. Parce qu'un dessinateur de BD travaille en petit, sur une feuille, à sa table. Il est un petit peu recroquevillé comme ça. Et j'avais envie vous savez, comme j'ai fait de la danse classique, je ne sais pas si je vous ai dit... je voulais amplifier le geste. Et je me suis mis à faire des grandes toiles de 3 mètres sur 2, par exemple, de 4 mètres sur 2, que je peignais à 4 pattes dans mon atelier. Et puis après ça, je me suis offert des lieux plus propices, avec des grands plafonds, pour pouvoir faire des œuvres de plus grande taille. Et c'est un autre plaisir encore. Et donc, je l'ajoute au précédent. Je quitte la table à dessin pour aller vers le chevalet. Je quitte la peinture pour aller vers la sculpture, mais toujours avec le chat. Et je revisite des peintres, anciens ou contemporains. Par exemple, il n'était pas à l'exposition que vous avez vue. C'est un grand tableau. J'ai dessiné le chat dans un fauteuil, il est dans son salon. Et derrière lui, j'ai dessiné un Matisse. Et le chat dit, qui aurait pu penser qu'on aurait pu s'offrir un Matisse au prix d'un Gueuluc? Et c'est vrai. Mais le chat va bientôt être plus cher que Matisse. Il n'y a pas de chance. Mais la couleur, de toute façon, a toujours été importante pour le chat. Couleur des cravates, des habits. Vous y accordez beaucoup d'importance. Il a une vraie garde-robe. Il n'y a pas que pour le chat. Pour moi, la couleur a beaucoup d'importance aussi. C'est vrai, on le sent. Enfin, ici, c'est votre côté soulage. Voilà. Ou Hardisson, à qui je rachète mes vieux vestons. Mais... C'est vieux veston, mais en fait non, ça je dois vous expliquer la raison de ce que je porte aujourd'hui. Je suis en deuil de la reine Fabiola, qui nous a quittés il y a quelques jours. Mais je m'y attendais depuis 10 ans, donc je porte du noir depuis très longtemps. C'était effectivement une raison. Je me dis, au cas où elle casse sa pipe, je suis déjà en deuil. Peut-on rire de tout? Non, alors, oui, le chat est très coloré, il porte des vêtements chatoyants.
Et toc. Oh, ça c'est rose. Je n'ai plus pouvoir rien dire après ça. Je voudrais juste, en finissant, parler d'un côté que l'on connaît, il me semble, peu de vous. D'abord, vous êtes un peu un Zorro, le chat et vous êtes un peu deux Zorros. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous dessinez en disant, dans ce cas-là, moi j'aurais un portable masqué. Oui, si Zorro avait eu un portable, il aurait un numéro masqué, ça c'est sûr. Forcément, un numéro masqué. Mais on a un petit côté Robin des Bois aussi. On se Et dit, écolo. Et écolos, évidemment. Mais Robin des Bois, parce qu'on a l'impression d'un peu prendre la connerie des riches pour redistribuer la connerie aux pauvres. Ah oui, c'est joli ça. Ouais. Tout le monde, on doit tous être égaux pour la connerie. Il n'y a pas de raison qu'il y en profite plus que d'autres. Alors, moi, si je vous parlais d'écolo, oui. C'est parce que je pense au chat qui mange du poisson. Et je crois que c'est un de vos combats, finalement, l'écologie, la nourriture. Et votre chat, avec une très jolie cravate bleue turquoise et une veste violette, dit non seulement manger du poisson rempli de métaux lourds est mauvais pour la santé, mais en plus, on paye le métal au prix du poisson. Mais oui. Vérifiez chez votre poissonnier, parce que ça pèse beaucoup plus lourd, évidemment. C'est des trucs. Mais en même temps, alors j'ai essayé beaucoup de choses pour enlever les métaux lourds des poissons. C'est avec un aimant, passer autour du poisson pour essayer de retirer le métal. Non, mais c'est une horreur. Qu'est-ce qui vous prend le plus de temps? Dessiner le chat ou réfléchir aux petites bulles, aux haïkus quasiment que vous faites autour? Le dessin ou la réflexion? Non, comme les idées, j'ai la chance que les idées viennent assez vite. C'est le dessin forcément qui est un peu plus long. Mais comme j'ai la chance de dessiner vite aussi, je termine mes journées assez tôt. Quelqu'un me parlait tout à l'heure d'un dessin, c'est drôle parce que dans la rue comme ça, des gens me disent « Ah, merci pour tel ou tel dessin ». Et tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a dit, c'était au restaurant à Paris ce midi, quelqu'un qui me dit « Ah, j'adore votre chat, il y a un dessin que je n'oublierai jamais ». Et elle me le cite. Elle me dit, le chat dit, les papillons qui ne vivent qu'un jour prennent leur retraite vers 17h30. Voilà, donc c'est drôle. Et alors ce qui m'aurait inquiété, c'est que tout le monde me dise toujours, ah, notre dessin préféré, c'est celui-là. Parce qu'à la fin, je veux dire, au bout de trucs, tu te dis, merde, il n'y en a qu'un qui a plu. Mais heureusement, c'est toujours indifférent. Et donc c'est bien, j'adore ça évidemment quand les gens me parlent. Moi je vais vous dire, mon dessin préféré oui. dans cet album, c'est ce chien qui est abandonné au bout d'une laisse, laissé par un couple qui part avec la voiture. Ouais. Je l'ai trouvé bouleversant, ce dessin. C'est le dernier du livre. Et en fait, je dis dans ce dessin, donc voit ce pauvre chien attaché à un arbre et les maîtres partent en vacances. Et il dit, quand vous abandonnez votre chien, faites-le au moins au bout d'une laisse à rallonge. Ça lui laissera quelques secondes d'espoir de plus. Parce qu'il marche derrière la voiture et puis... il s'arrête. Oui, mais enfin, je pense au bonheur des chiens aussi. Hein. Et l'autre, où le chien qui reste dans la voiture dit, en parlant à l'autre chien, tu vois, ils ne sont pas meilleurs que nous. Ça, c'est différent, ça. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est-à-dire que c'est un chien qui est laissé à l'abandon, ce qui est très moche, évidemment, de la part des maîtres. Mais ce qui est pire, c'est que l'autre chien qui reste dans la voiture, il fait ça à son copain qui reste attaché à l'arbre. Et ça, c'est moche. Et ça prouve que les chiens ne sont pas meilleurs que les hommes. Voilà. Et les chats, par contre... Ah, les chats, ça c'est autre chose. Vous ne verrez jamais un comportement veule chez un chat. Le chat n'est pas soumis. Le chat est libre. Mais en général, c'est le chat qui nous choisit. Pas nous qui choisissons. Exactement. Et là, c'est le chat qui vous a choisi. Le chien, il est un peu servile. Vous lui lancez un bâton, il va le chercher, il vous le rapporte. Lancez un bâton à un chat. Il vous regardera comme le con que vous êtes en disant « mais va le chercher toi-même ». Oui, j'en fais l'expérience tous les jours. Eh bien oui, évidemment.
Philippe Geluck, je vais vous laisser bientôt dédicacer. Ce soir, votre tendinite va à peu près. Oui, le médecin de Philippe lui a interdit plus d'une heure de dédicace. En gros, vous n'avez pas de plâtre, donc le public nancéen a beaucoup de chance ce soir, si ce n'est que comme vous devez prendre le dernier TGV, à 8 heures pile, il faudra arrêter. Donc, je vais vous laisser... Attendez, mais vous dites, vous mettez dans... Je suis extrêmement gêné parce que, donc, effectivement, j'aime que vous soyez gêné. J'ai souffert d'une tendinite l'année dernière. Ça a commencé le 1er novembre. J'ai trop signé mon livre, donc la Bible selon le chat. Et je l'ai signé lors de 28 séances de dédicaces, certaines devant 200, d'autres devant 800 personnes. Et donc, c'est des heures de dessin et je me suis fait une vraie tendinite. Je ne pouvais plus dessiner avec la main droite et les 2 dernières, je les ai faites de la main gauche. J'ai failli me faire lyncher parce que de la main gauche, je rate mes dessins, évidemment. Mais le chat est gaucher. Oui, mais pas moi. Et c'est moi qui dessine. Et donc, et pourquoi vous avez dessiné un chat gaucher et pas droitier? Parce qu'un dessinateur, je vous donne un secret de fabrication, quand il cherche à faire une image, à une attitude, il se regarde dans un miroir. Ah, vous avez dessiné le chat en vous regardant? Et j'ai dessiné le chat en me regardant. Et donc, dans le miroir, il écrivait de la main gauche. Et ce n'est que plus tard que je m'en suis rendu compte. J'aurais pu le... Oui, j'y ai pas pensé. Oui, c'est ça. Et c'est pour ça que... Excusez-moi. Bon. Et donc, pour dire aussi que vous alliez révéler un secret que je voulais dire à personne, que je vous ai dit, mais en demandant de ne pas en parler, c'est que lors de l'inauguration de mon... Je ne l'ai pas révélé. Hein. Non, mais vous avez quand même... Vous me lancez sur la voie. Et donc... Mais vous êtes libre de ne pas aller plus loin? Oui, mais je vais faire une confession, c'est trop tard. Lors de mon exposition à l'École des Beaux-Arts en 2003, à laquelle il y avait beaucoup de monde à l'inauguration, on a eu peur que je passe mon temps à dédicacer des catalogues aux 2000 personnes qui étaient là. Et donc, on a imaginé me fabriquer un faux plâtre que j'ai porté toute la soirée à la main droite. Et des gens qui me disaient, vous pourriez nous signer? Ah, je dis non. Malheureusement, je me suis blessé. Je me suis blessé. Et mon voisin qui était là ce soir-là m'a vu le lendemain sortir de chez moi avec la main comme ça. Il a dit, ça va beaucoup mieux. J'ai dit, oui, je vous remercie. Et donc, ne croyez pas toujours les gens qui ont un truc dans le plâtre. C'est parfois des dissimulateurs. Donc, tout va bien ce soir. Vous allez pouvoir dédicacer. Vous avez quand même décidé de prendre le TGV, histoire de ne pas rester 3 heures ce soir à dédicacer. C'est pas ça, c'est que je dois enregistrer les grosses têtes demain matin et que je dois être à Paris. Donc, je serais bien resté volontiers, mais voilà. Mes obligations professionnelles m'appellent à la capitale. Avant de vous libérer, Philippe, et de vous demander de faire un petit dessin du chat pour les rencontres du livre sur la place, je vais vous soumettre, comme tous les invités, il n'y a pas de raison que vous y échappez. Alors, c'est le chat ou vous qui répondez, comme vous préférez, au questionnaire de pivot. D'accord. Philippe Geluck, quel est votre mot préféré? Mot. Le mot. MOT. Le mot MOT, le moté, parce que si vous le renversez, ça fait Tom, ça fait un prénom, parce que il est joli, parce qu'il les comprend tous. Tous les mots sont dans le mot. Dans le dictionnaire aussi. Ouais. Et le mot que vous détestez? Je peux régler des comptes ce soir. Fin, FIN. J'aime tellement le début et le milieu, et c'est la fin qui me plaît moins. Quel est le son, le bruit que vous aimez? Le son de la clarinette dans l'adagio du concerto pour clarinette de Mozart. Ouais. Et le son, le bruit que vous détestez? La craie sur le tableau. Je vois que je ne suis pas le seul. Non, c'est tout à fait. Ah, celle-là, il faut que je vous la pose quand même. Votre juron, gros mot ou blasphème favori? Nom de Dieu de bordel de merde. Ah, mais c'est classique, ça. Mais ça dit bien ce que ça veut dire. C'est vrai. Si Dieu existe, qu'aimeriez-vous, après votre mort, l'entendre vous dire? Heureux de te revoir
On les a quand même bien bluffés avec la Bible selon le chat qu'on a écrit tous les deux en 2013. Alors Philippe, Parce qu'il a été mon co-scénariste, hein, ça vous le savez. C'était donc ça. C'est Oui, pour ça que vous aviez tant d'informations. Ah oui, non, en fait c'était une demande de sa part. On est sur la couverture, hein, c'est Philippe Geluck et Dieu au scénario. Et donc, il était venu me voir parce que, enfin ça je ne l'ai pas beaucoup dit dans la presse pour qu'on n'aille pas l'ennuyer, mais il vit dans une maison de retraite à côté de Bruxelles. Et il est venu me voir pour demander de remettre un petit coup de jeune sur ce livre qu'il trouvait un peu dépassé. Très long, trop de personnages, des situations un petit peu invraisemblables. Et il m'a dit, on va refaire un truc plus moderne, plus accessible pour les jeunes. Et c'est là qu'on a introduit des nouveaux personnages, comme la femme de Dieu, comme le mouton. Enfin, ceux qui l'ont lu le savent. On apprend des choses qu'on ignorait dans la première version. Et ça s'est très bien vendu aussi. Ça s'est très bien vendu. Ça lui permet de vivre maintenant des jours heureux dans son truc. Mais il décline un peu pour l'instant. Alors Philippe, je vous laisse aller juste à côté. D'accord. Me faire un petit chat. D'accord, je vais essayer Pendant ce temps-là, je vais donner quelques informations. Et puis, comme il faudra qu'il y ait le mot fin, vous aurez un petit clip du chat avant de sortir. Et surtout, Philippe va dédicacer donc ce coffret. Il dédicacera la page intérieure, plutôt l'intérieur de la couverture. Donc, il faudra l'ouvrir. Et sincèrement, je vous le conseille, c'est vraiment un beau cadeau à faire ou à se faire. Alors, deux petites informations. Le 11 décembre, David Fuenquinos, qui était là bien sûr en septembre, revient. Il revient parce qu'il y a l'avant-première de son film Les Souvenirs qui est projeté à Nancy et il sera en dédicace au Hall du Livre à 18h, le 11 décembre, de 18h à 20h. Notre prochaine rencontre sera le 2 février. Nous retournerons à l'Opéra et pour un moment, je pense qu'il sera vraiment rare, entre le Grand Prix de l'Académie française Adrien Bosc, qui a écrit Constellation à partir du crash de l'avion dans lequel étaient Ginette Neveu et Marcel Cerdan, et Renaud Capuçon sera là pour participer à l'entretien et pour interpréter deux morceaux du concert des adieux de Ginette Neveu. C'est un grand honneur de l'accueillir à Nancy. C'est aujourd'hui l'un des plus grands violonistes et donc je suis très émue qu'il ait accepté cette invitation. Donc voilà, ces deux rencontres, ces deux informations. Je vous souhaite évidemment de très belles fêtes de fin d'année, une très belle année. Et nous allons attendre Philippe. Je découvre moi aussi, avec bonheur, ce chat. En fait, nous savons qu'il va maintenant très vite pour le dessiner. Alors, le clip du chat, qui dure 2 minutes, va vous être projeté ensuite. Dans l'autre amphi, il n'y en aura pas, simplement pour permettre aux personnes qui n'ont pas eu la chance d'avoir Philippe devant eux de sortir en premier et de pouvoir accéder à la salle de dédicace en premier. On essaye de faire plaisir à tout le monde. Là, on est bien emmerdé parce que j'ai fait le dessin, mais je ne sais pas quoi lui faire dire. Donc, la bulle est plus longue à faire que le dessin. Ça dépend parce que là, j'ai fait le dessin, c'est pour meubler. Et j'essaye de trouver notre... Alors, on va rester dans le sujet.
Ah bah. Le super cadeau. Voilà. Vous voyez, Heureusement, madame, Philippe... c'est fait devant le client, à la main, en communauté européenne. Heureusement, Philippe, vous n'aviez pas rien à dire ce soir. Non. Un grand merci. Et merci à vous. Merci, Philippe, merci de votre présence. Merci. Très bonne année. À tout de suite. C'est pas toi sur la photo? Si. Qu'est-ce que tu foutais dans cette librairie? Je vous l'ai dit, mot de mon bouquin. Donc c'est bien toi, le gros, qui fait des blagues de mauvais goût. Mais ça dépend des goûts. Et tu trouves qu'on peut rire de tout? Par exemple, l'attaché de presse, juif et myopathe. Tu trouves ça marrant? Mais justement, il est homosexuel. C'est ça qui est drôle. T'as pas honte de rire de trucs pareils? Mais il y en a aussi dans la police, non? Un clown musulman qui va à la mosquée, tu trouves que c'est le moment, abruti? Oh. Et ce catholique qui abandonne son chien? Ouais, vous avez pas vu la gueule du chien? Y a vraiment rien de sacré pour toi. Je l'avoue, je respecte rien. Eh ben, tu vois quand tu fais un effort. Ah, je respecte rien, sauf mes lecteurs. Le chat passe à table. Gueuluc au sommet de sa forme dans un coffret richement garni à un prix dérisoire. Moins cher, ce serait du vol.